Hear yourself in other people's music sometimes because I've heard certain riffs from other people or I hear certain notes and I'm like, that's a Brandy note. That's how Brandy would do that. But it kind of speaks to your influence. I mean, everyone has grown up with you, so you started so young. Do you hear that sometimes? Yes, I hear it a lot. Bonjour, c'est Stevie de Music Phoenix et aujourd'hui, on va revenir sur un aspect de la carrière de Brandy. Parce que si vous suivez le R&B et même si vous suivez de manière générale la scène plus ou moins pop, vous avez dû entendre plusieurs fois revenir le terme de vocal Bible quand il s'agit de Brandy. Beaucoup d'artistes la praisent pour ses capacités vocales, c'est quasiment quotidien, c'est tout le temps. Elle vient de sortir son nouvel album. On a eu jusqu'à Erykah Badu qui lui a dit que tu resteras à jamais mon inspiration. Et de manière générale, c'est tout le monde qui reconnaît toujours plus ou moins le gros impact vocal de Brandy. For the best female R&B artist in the world, Really miss you, babe. Brandy is one of the cleanest vocalists in the game. Amazing. When you think of great singers, if you are a singer, Brandy has to be at the top. Like everybody that sings, is Brandy's name always come. You know how you have the Biggies, the Tupacs, like they gotta be at the top. Brandy's at the top. She, her harmonies, the vocal, just the vibrato that she has, nobody has. You know, they try to duplicate. They try to duplicate. They try to make carbon copies, but there's only one Brandy. Ou encore là. B-Rocka, she is definitely an influence to all, the top influence to all R&B female artists and. Ou encore là. I think that you really understand how influential you are to singers. Not even screaming because they like you and they're trying to be nice, they're seconding what I'm saying. There are so many people that we hear, we're like, that's a Brandy run, that's a Brandy run, that's a Brandy vocal style. I do Brandy runs, get out of here. See, the thing is about Brandy that a lot of people may understand or they may not. That is one of the illest voices on the face of the planet. The girl literally can do anything. Ou encore là. Actually talk about great vocalists of the 90s and the early 2000s, you know what I'm saying? Most people, most of the time, you're going to talk about, you know, I think she's in the conversation with the Whitneys, with the Mariah Careys, you know what I mean? With those people, you know what I mean? Because as a vocal, that's why people say she's the vocal Bible. All the singers nowadays call her vocal Bible. And if you've ever been in the studio with her, she'll just, there's some things that technically she does that I don't know any other singer that can do. You know what phase out is? Phase out is when you sing a one note and then you sing it again. Most of the time you sing it again and the computer stacks them and it's two vocals. She sings the second one exactly like the first one to the point where it tricks the computer and it phases both of them out. So all the vibrato, the air control, the this, the that, where she's singing vibrato, where she's singing flat, is exactly the same, and she literally tricks the computer. That's how precise Brandy is. It's crazy, bro. It's crazy. So I definitely don't think she gets as much love and as much, you know, like being revered as a vocalist as she should. C'est-à-dire qu'elle a un immense respect chez ses pairs. Certains l'appellent même la chanteuse des chanteurs parce qu'effectivement, tous les chanteurs plus ou moins aiment Brandy. Et dans cette vidéo qui sera peut-être l'une des plus techniques de cette chaîne, on va pas essayer de revenir sur la carrière totale de Brandy. Je vais vous expliquer pourquoi elle a ce statut-là, pourquoi elle a reçu autant de prix pour l'ensemble de sa carrière alors qu'elle n'a que 40 ans, pourquoi Rihanna vous dit que c'est la meilleure chanteuse du game, pourquoi Chris Brown vous dit que c'est la meilleure chanteuse R&B du game, pourquoi Ariana Grande même la cite parmi ses 5 plus grandes influences vocales. Comment est-ce qu'elle en est arrivée là, surtout que son dernier disque d'or date de 2004 en fait. C'est-à-dire que c'est vrai, Brandy n'a pas de gros succès commerciaux, elle fait de longues absences. Là, elle a quasiment fait 8 ans pour revenir avec ce nouvel album. Et encore une fois, vous avez dû voir qu'il y a une grosse émulation autour des chanteurs, notamment de R&B et de gospel. India.Aria a quasiment fait une vidéo de 10 minutes, une chronique en fait, où elle explique que l'album de Brandy est hyper important vocalement. On y trouverait quelques-uns des meilleurs moments de l'histoire. Brandy's is certainly not the Broadway just talking. It's not conventional song structure, but they are good songs and good stories, and the singing is insane. The production, the rhythmic changes, the mood it creates. To me, but the singing was among the best
vocals in the world, because for me, Brandy is one of the best singers in this world. I'm not talking about what I like, which it is what I like, but I'm also mean technically, and also just the instrument she's born with and the brilliance behind the technicalities of it all. Je vais vous expliquer pourquoi ils disent ça, pourquoi et comment elle a réussi à avoir toute cette influence vocale qu'on retrouve aussi chez beaucoup de chanteurs en France, notamment Wallen ou encore Zao. Mais je vais aussi, en décortiquant son dernier album, vous montrer les limites que peuvent avoir cet effet de bible vocale en fait. Cette espèce de travail de couturière, parce que c'est ce que Brandy est. Brandy, c'est une couturière vocale, elle coud absolument tout avec sa voix et ça peut avoir des effets plus ou moins négatifs, notamment auprès du très grand public. Et dans une troisième partie, bien sûr, on reviendra sur le fameux battle qui nous rappelle aussi le plus gros tube féminin de tous les temps, The Boy Is Mine. That's it for me? Because Monica's doing the second verse, right? Okay, there you go. C'est l'un des battles qui était le plus attendu parce que le beef entre les deux chanteuses dure depuis quasiment 22 ans aujourd'hui. Donc, elles sont toujours plus ou moins en beef. Au début, Monica ne voulait même pas le faire. Et j'avais fait une vidéo dessus il y a 2 ans. C'était une de mes premières vidéos que j'ai pas postée. Un extrait, un dossier. C'est ça. Parler de 2 chanteuses que vous connaissez bien. 2 chanteuses de R&B dont on parle souvent. Et qui ont un tube mythique, un des plus gros titres de tous les temps. C'est pas simplement un tube R&B. Oui, j'ai jamais posté cette vidéo, mais ça revenait sur leur bif. Et là, il y a dû y avoir une entente, surtout que Monica aussi a tweeté sur l'album pour dire à quel point elle était fascinée par certaines harmonies. Et donc, du coup, ça va peut-être réchauffer les choses pour qu'on ait ce bif. Mais contrairement à ce que les gens pensent, ça ne va pas forcément se jouer de manière hyper facile pour Brandy parce que Monica aussi a des arguments et on va le voir dans cette vidéo. Ce sera peut-être une des vidéos les plus techniques de la chaîne, donc soyez prêts, tendez l'oreille, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à participer au Tipeee. Et c'est le début. Ça, c'est donc bébé Brandy, la petite Moesha, qui va donc devenir la première petite fille, et c'est très important, la première petite fille noire qu'on va faire entrer dans les très grands foyers américains. Avant ça, il y avait des petites filles qui avaient plus ou moins marché. D'ailleurs, Gladys Knight est une des premières petites filles qui gagne un concours de chant aux États-Unis. Mais il n'y avait pas encore eu cette rencontre entre une petite fille noire qui a ses cheveux, ses tresses, et le grand public américain. C'est ce que Brandy va devenir. Et même si cette vidéo n'est pas sur sa carrière, c'est important de le comprendre parce que jusqu'aujourd'hui, elle a toujours les stigmates de la fameuse baby star. Je l'avais déjà expliqué dans la seconde partie de la vidéo sur les B2K, à savoir que quand on est une petite star, on grandit dans les yeux du grand public en fait. Et de fait, l'image qu'on attend de toi, la personne que les gens voient, n'est pas forcément la personne que tu es et la personne qui va grandir en fait. Parce que tu grandis dans les yeux du public, ils ont une certaine image de toi, ils ont une certaine attente de toi et toi, tu n'es pas forcément en rapport avec cette attente-là. Et ce décalage-là peut créer des crises comme ça le fait chez Britney Spears, mais peut aussi créer d'autres stigmates plus vicieux comme ça peut le faire chez d'autres artistes, notamment Brandy. À savoir qu'aucune autre petite chanteuse de sa génération ne va être aussi populaire et ne va autant vendre sur le territoire américain que Brandy en fait. C'est elle qui fait la couverture de tous les magazines. Des fois, les gens parlent d'Aaliyah, mais en réalité, même si j'adore Aaliyah, la moitié des ventes d'albums d'Aaliyah se font après sa mort, en fait. Il n'y a même pas de comparaison sur l'air entre Aaliyah, Monica et Brandy. Brandy, c'est la pop star mainstream qui fait des films avec Whitney Houston, qui est plus ou moins sa marraine. Someone who probably had a lot more energy and who really was Cinderella, to me, should play the part, and I suggested Brandy. She called me one day all hype. I was like, what's going on, Whitney? And she's like, I got this project. Deborah and I have this project and we want you to do this movie called Cinderella. We want you to play Cinderella. On lui fait faire des films avec Diana Ross. When all we really need is just a hand to hold. Elle est tout le temps chez Oprah, elle a des poupées à son effigie, c'est un véritable phénomène. Aaliyah et Monica ont du succès sans aucun doute, et même Monica d'ailleurs a plus de succès que Aaliyah, mais en réalité, en termes d'impact sur leur période, c'est Brandy en fait. Souvent d'ailleurs, certains font des mèmes en disant que Beyoncé aurait tué Aaliyah pour pouvoir faire carrière, mais non, même si effectivement Aaliyah est une artiste établie comme Beyoncé dans le Destiny Child, si elle voulait tuer quelqu'un, ce serait Brandy qu'elle aurait tué. Elle n'aurait très certainement pas tué Aaliyah, parce que même si Aaliyah a eu Try Again en 2000, bah Maya aussi a eu Case of the Ex en 2000 en fait. Et surtout quand Aaliyah revient en 2001, la chanson que moi j'adore, bah
ça ne marche pas en fait, ça ne prend pas dans les charts, le titre ne sera que 53e. C'est quand on apprend son décès que les gens vont aller acheter en masse et elle va faire 3 millions de ventes sur cet album-là. Ce qui est plutôt bien, ce qui est plutôt admirable et ce qu'elle mérite, mais qui n'est pas le reflet de sa popularité quand elle était en vie. Brandy à l'époque, en revanche, est vue comme la petite fiancée de l'Amérique. Aaliyah souffre de son image, surtout après l'affaire R. Kelly. Monica est accusée d'avoir des problèmes d'attitude et donc de fait, celle qu'on vend le plus, celle qui est la plus lisse et celle qui conforte le plus l'Amérique profonde, c'est Brandy. Sauf que elle a quoi? Elle a les problèmes de baby star et elle ne se voit pas exactement comme l'industrie voudrait la classer en fait. Et l'une de ses premières rébellions, c'est que effectivement, quand elle arrive au début, c'est une immense fan de Whitney Houston. Et quand vous écoutez bien le premier album de Brandy, vous écoutez encore l'influence de Whitney dans la manière dont elle pose. Sauf que ce petit truc-là, elle va rapidement vouloir s'en débarrasser alors que les magnats de l'industrie ne veulent pas en fait. Ils veulent qu'elle reste sur ce créneau-là et elle ne veut pas faire ça parce qu'elle veut trouver sa propre personnalité. Donc le deuxième album de Brandy qui est censé arriver après le succès du premier, en fait va prendre pas mal de temps parce qu'ils vont chercher aussi la direction artistique. À un moment, on va lui dire que Timbaland, Aaliyah et Ginuwine ont plus ou moins un nouveau son. Il faudrait donc qu'elle travaille avec eux pour cet album-là. Et elle va leur dire non. On va aussi lui dire qu'il te faut peut-être une image un peu plus sexuelle, un peu plus sensuelle et on va lui proposer d'enregistrer ce titre qui va devenir un tube pour Toni Braxton. Et là encore, elle va refuser. Elle va refuser pourquoi? Parce qu'elle cherchait à trouver son propre son, sa propre identité qui serait différente des autres. Elle trouvait que si elle travaillait avec Babyface, c'était Toni Braxton, et si elle travaillait avec Timbaland, ça sonnait Aaliyah. Donc de fait, il fallait trouver sa propre équipe, et finalement donc, elle va rencontrer Rodney Jerkins. Il avait déjà travaillé avec plusieurs artistes, mais il n'avait pas encore trouvé ce fameux son qui va être marqué par l'époque Dark Child en fait. Ils vont faire ensemble le fameux The Boy Is Mine. You said without me you couldn't make it through the day that I shine. Qui, il faut bien le comprendre à la base, n'est écrit que par Brandy, c'est-à-dire qu'elle écrit la chanson, elle la pense avec Rodney Jerkins et deux de leurs équipes, il n'y a personne d'autre. C'est vers la fin qu'il faut bien quelqu'un pour faire le duo et c'est donc comme ça qu'ils vont rappeler Monica pour que Monica pose. Sauf que quand Monica va poser, les égos vont se friter, elles vont finir même par se battre comme l'a confirmé Dallas Austin. But Monica never liked Brandy and Brandy, you know, she was like, Monica's very ghetto when it came down to it. She was like, she's too proper and she's too this, and I think Brandy might have looked at her a certain way. Et Monica va avoir l'audace d'appeler son album à elle The Boy Is Mine alors que c'était la chanson de Brandy sur laquelle elle avait invité en fait. C'est-à-dire que ça va être une guerre sans pareil, même si paradoxalement, elles vont avoir le plus gros succès féminin de l'histoire de la musique en fait. À savoir qu'aucune chanson entre deux femmes n'a passé 13 semaines au top des charts américains. Mais ce qu'il faut surtout comprendre avec cette ère-là, au-delà de la bataille entre les deux meufs, c'est l'album Never Say Never. Pourquoi? Parce que c'est un coup de force au niveau du son, aussi bien au niveau des productions que des arrangements vocaux. À savoir que Brandy devient Brandy dans la manière dont elle pose, parce qu'elle pose comme aucune autre. Elle impose son propre style vocal. Et le deuxième truc, c'est que le son de Never Say Never, le son de l'album qui va s'écouler donc à 16 millions d'exemplaires dans le monde, c'est l'un des albums de R&B les plus vendus de l'histoire. Même Confession de Usher n'a pas encore 16 millions d'exemplaires vendus dans le monde en fait. C'est un très gros succès à l'époque. Et qu'est-ce qui va se passer? De fait, comme Rodney Jerkins va devenir une superstar, il va se dire, je vais distribuer ce son-là à tout le monde. C'est pour ça que vous avez tous des tubes de Dark Child, Rodney Jerkins dans vos playlists. C'est parce qu'il y a eu Never Say Never qui a boosté le truc, qui lui a ouvert la voie, il a cartonné et il s'est mis à faire des tubes pour tout le monde. C'était ça. Ou encore ça. Ou encore ça qui sonne d'ailleurs comme un tube de Brandy. L'impact musical de Never Say Never, aussi bien au niveau donc des arrangements vocaux qu'au niveau des productions, va être absolument énorme. Même dans le zouk ici en France, Pearl Lama nous faisait du Brandy. Vous connaissez Top of the World? Bah... Quand Michael Jackson revient avec Invincible, pourquoi est-ce qu'il choisit Rodney Jerkins? C'est parce que Never Say Never a tout explosé sur son passage et que depuis, il enchaîne hit sur hit pour les autres, notamment Jennifer Lopez et Toni Braxton et Spice Girl et ce genre de personnes en fait. Donc de fait, Michael se colle un peu à la tendance, mais ça c'est parce que Brandy et Rodney Jerkins viennent d'exploser et c'est d'ailleurs quelque chose que beaucoup vont reprocher à Invincible de Michael en lui disant qu'il suit la tendance. Sauf que quand ça se passe comme ça, la personnalité de Brandy va ressortir parce que ce n'est pas effectivement la petite fille lisse, plus ou moins douce que tout le monde connaît ou que tout le monde voyait dans les magazines à l'époque. Brandy, en tout cas artistiquement, elle se pense totalement autrement des autres personnes en fait. Donc de fait, quand elle va voir ça, le premier truc qu'elle va dire à Rodney, c'est que tu es en train de vendre le son que j'ai aidé à construire en fait. Parce que elle pense que c'est parce qu'elle était en studio avec
avec lui qu'il a pu faire Never Say Never et que l'inspiration est aussi venue en partie de la manière dont elle construit sa voix et ses codes vocaux. Lui il pense que c'est son son, elle a dit que non. Même quand on écoute certaines chansons que tu fais aux autres, bah en fait ça ressemble à ce que moi je t'ai aidé à faire. Donc de fait, tu es en train de donner mon son à tout le monde. Et ça va être le premier schisme entre Rodney et Brandy parce que Brandy dans sa tête, elle n'est pas comme les autres et elle ne veut surtout pas, et c'est vraiment important que vous le reteniez parce que ça ce n'est pas une vidéo sur sa carrière, mais dans toute sa carrière vous le voyez, elle ne veut surtout pas être assimilée à tel ou tel. Donc de fait, elle commence à bouder Rodney et c'est parce que le label va insister pour les réconcilier et pour solidifier les liens qu'on va avoir le second album entre les deux qui s'appelle Full Moon et qui était lancé par ce single-ci. Comme nous sommes dans une vidéo qui ne parle pas de l'album Full Moon, mais plus ou moins de l'impact et qui a beaucoup de choses à dire sur l'ère en elle-même, là je vais surtout donc revenir sur ce que cet album représente pour le R&B actuel. Parce que pour beaucoup d'artistes, je les laisse vous le dire, c'est une bible du R&B et fondamentalement c'est vrai en fait. C'est-à-dire que sur le R&B moderne, on peut en parler, mais on ne peut pas en parler sans revenir sur Full Moon et sur ce qu'il représente. And you know, Brandy's influenced me from, you know, harmonies, arrangements, runs, ad-libs, pocket tone, you know, so many different parts of my music, you know, and my style come from just listening to Full Moon album. Just uniqueness in her approach and, you know, the raspiness. You can go on and on about Brandy, but Miss Brandy, you're everything. You mean so much to us artists and just to singers, and you know we grew up studying you and studying your runs, and we love you. The greatest singers to ever do it, one of the favorite albums of all time that I listen to before I go into a full moon, it's my girl Brandy. Il ne s'est pas énormément vendu. Il s'est vendu à 1,4 million d'exemplaires. Pour la superstar qu'elle est à l'époque, c'est un peu faible. Elle sort d'un album à 5 millions. En plus, il y a un changement d'image. Elle est enceinte en pleine promo. Bref, je ne veux pas teaser ma vidéo sur Full Moon. Mais ce qui est sûr, c'est que quand l'album sort, c'est plus ou moins bien. Mais ce ne sont pas les scores qu'on attendait de Brandy à l'époque. Pourtant, l'album va avoir un impact formidable et c'est plus ou moins l'album qui va cimenter sa legacy jusqu'aujourd'hui en fait. C'est-à-dire que tout ce qu'elle va ajouter va en rajouter, mais l'album qui va cimenter la legacy de Brandy, c'est Full Moon. Pourquoi? Parce que sur ce disque-là, les productions sont hyper riches et hyper structurées. Rodney Jerkins utilise énormément de choses. On retrouve des titres très R&B avec des influences hip-hop, trip-hop, un peu d'électro, un peu de gospel, certaines ballades un peu pop. Il y a énormément de richesse dans la manière dont le disque est construit déjà musicalement en fait. Ce ne sont pas des type beats, ce ne sont pas des beats qui tournent en boucle, on entend du violon, du piano. C'est-à-dire que le disque déjà de base au niveau de la production est extrêmement technique. Maintenant, elle va rajouter l'élément plus ou moins fondamental de cette vidéo, à savoir les vocals. Le truc qui fait que les artistes, quand ils vous parlent de Brandy, et c'est très rare, même Kelly Rowland encore récemment, alors quand elle a tweeté sur l'album, elle n'a pas dit j'écoute Brandy, elle a dit late night studies, c'est-à-dire que là c'est la nuit, je suis en train d'apprendre en fait. Pareil pour Mélanie Fiona, elle ne vous a pas dit j'attends l'album de Brandy parce que j'ai envie d'écouter de la musique. Elle a fait tout un post pour vous dire que j'attends l'album de Brandy parce que j'attends d'apprendre de nouvelles choses et tout. Pourtant vous pouvez pas dire que Mélanie Fiona ne sait pas chanter en fait. Elle sait chanter, mais elle était dans cet esprit de vous dire que j'attends d'apprendre de nouvelles choses. Et c'est le mot très intéressant en fait. Dire qu'on aime un artiste, oui, mais des artistes qui vous disent qu'ils attendent quelqu'un pour apprendre, c'est autre chose. Et c'est ce qui va être cimenté par Full Moon. Bon, ça c'est peut-être la partie la plus compliquée de la vidéo, mais je vais vous l'expliquer du mieux que je peux. En général, quand vous écoutez les chansons pop ou n'importe quelle chanson, prenons par exemple les chanteuses pop, à savoir Whitney Houston, Céline Dion ou alors Mariah Carey. Souvent, leur grand tube pop, c'est plus ou moins très simple au niveau de la structure. Elle chante un couplet, elle chante son refrain, et sur la fin, vous savez qu'elle va vous émouvoir parce qu'elle va gueuler, elle va porter sa voix, ça donne ce genre de truc. Et souvent, notre oreille est plus ou moins façonnée par ça parce que nous avons entendu ça toute notre vie et c'est plutôt simple et c'est un format qui fonctionne bien. Alors, les puristes détestent ça. Les puristes du rock vont vous dire que c'est de la guimauve. Mais en fait, effectivement, ça passe très bien à l'oreille parce que c'est plutôt simple. Brandy est une immense fan de Whitney Houston et je vous ai dit que sur son premier album, vous entendez cette ressemblance-là. Sauf qu'elle va très vite se démarquer de ce style-là et elle va créer quelque chose qui va donc devenir plus ou moins le style vocal de Brandy. Alors, je ne suis pas un prof de chant, même si vous savez que T-Pain is giving the hell of that shit, you know.
Mais on va quand même essayer de faire, entre vous et moi, comme on est posé là, une sorte de Brandy pour les nuls. Le style vocal de Brandy est extrêmement compliqué, extrêmement vaste, et en plus, je sais que ce n'est pas forcément accessible à tout le monde. Mais donc, je vais revenir sur les grandes lignes pour que vous puissiez avoir un aspect plus ou moins large de ce qu'elle fait et de comment elle le construit. Et l'un des premiers trucs pour lesquels Brandy est reconnue dans le R&B, ce sont les layers et plus ou moins les ghost vocals. Bon, considérons vous et moi qu'une chanson, c'est un couloir. Et donc les chanteurs, pour enregistrer leur chanson, doivent passer dans le couloir. Et la manière dont ils passent dans le couloir, c'est plus ou moins la manière dont ils enregistrent. Donc Whitney Houston, quand elle passe là, je vous ai dit que c'est plus ou moins classique dans la manière d'enregistrer en studio les grandes ballades pop là. Donc elle sait qu'elle va passer tranquillement dans son couloir pour aller faire son truc. Et peut-être que quand Mary J. Blige va passer dans le couloir, au début elle est un peu là en mode je suis triste et tout. Et à la fin elle donne des coups de pompe. Vous voyez, c'est-à-dire que c'est Mary J. Blige. Quand Cassie arrive dans le couloir, elle est là en fauteuil roulant. Il y a quelqu'un qui la pousse. C'est Didi qui est derrière, qui pousse. Mais bon, elle arrive quand même à la fin et on kiffe quand même Me and You. Vous avez vu ce que je veux dire? Prenons le couloir comme étant la manière d'enregistrer les chansons. Alors Brandy, quand elle va arriver dans le couloir, le premier truc c'est que au lieu, dans la majeure partie des cas, de se concentrer comme toutes les autres sur le fait de faire le parcours et donc de nous faire écouter la chanson, elle va commencer à se poser la question de savoir, mais en fait, je trouve que le couloir là n'est pas assez habillé pour que je puisse passer en fait. Pour que je puisse passer, il faut que chaque coin de mon couloir ait des petits ornements. Et donc du coup, elle va remener plein de petites choses. Elle va se dire que comment est-ce que je peux faire que ma voix couvre tout le truc du couloir. C'est ce qu'on appelle les layers et qu'on voyait très peu chez les chanteurs de R&B et que Brandy a ramené. Alors ça ne va pas vous sauter à l'oreille, mais très souvent quand vous écoutez Brandy, quand elle commence ses chansons, ça donne des trucs comme ça. My love was never misplaced. See, baby, my love is true. And most importantly, le background, c'est sa voix. C'est-à-dire qu'elle habille déjà le couloir avant de commencer à chanter. Et c'est pour ça, par exemple, que Lil Mo vous dira que les backgrounds de Brandy Slip. Oh my God, her backgrounds, they're so lush, they're so stacked. There's so many notes, the texture, the lyrics, just everything about Brandy. I'm a Brandy kid all the way. Parce qu'avant même qu'on en arrive à la chanson, le couloir même est déjà cloisonné avec sa voix le long de plusieurs chansons. Et ça, c'est quelque chose qui n'était pas hyper populaire dans le R&B. On avait toujours le churchy style, mais ce truc déjà très aérien de tapisser le couloir, de sorte de donner une ambiance, de mettre des petites guirlandes vocales un peu partout, c'était pas quelque chose que les autres faisaient. Et c'est donc une des choses qui va devenir sa marque de fabrique. Et elle s'inspire notamment beaucoup de Enya, pour ceux qui connaissent, pour pouvoir faire ça au début. Maintenant que le couloir est orné, tapissé avec sa voix, vous vous dites, bah, à elle de chanter et de passer, quoi. Donc on lui dit, Brandy, passe, marche. Et là, elle dit, non, je trouve que le couloir là est encore un peu noir. Quoi? Non, je vous dis, le couloir là, je trouve qu'il est encore un peu sombre là. Votre couloir là ne me correspond pas totalement, je trouve qu'il est encore un peu trop sombre. Et les gars, ils disent que, qu'est-ce que tu veux faire? Bah, moi, j'aime pas marcher dans les couloirs qui sont trop sombres. Donc, pour pouvoir marcher dans ce couloir là, il faut que je fasse appel à mes sœurs jumelles. Il faut que j'imagine que nous soyons nombreuses pour pouvoir traverser ce truc. Et donc les gens ils disent que, mais comment je vais imaginer qu'on sera nombreux? Elle dit, vous inquiétez pas, je sais comment je vais faire. Et c'est donc là qu'on va arriver à ce qu'on appelle les harmonies. Les harmonies sont la base dans le chant gospel, dans le chant africain. Vous savez comment les voix se superposent, ce genre de choses. Et bien sûr, pour que les harmonies soient intéressantes et riches, très souvent, il faut que les timbres de voix se différencient ou alors se mêlent très agréablement, en fait. Les groupes qui font de très belles harmonies, quand vous écoutez par exemple les Destiny Child, c'est parce que, bien sûr, comme je vous ai expliqué dans une vidéo, les voix se mêlent très bien. Ou alors les Suga Baby sur un groupe anglais, ou alors les Boyz II Men. Vous voyez que les voix s'entremêlent très bien. Ils connaissent très bien les forces et les faiblesses de chacun. Donc, de fait, tout va très bien dans le bon sens. Maintenant, imaginez qu'une personne, à elle seule, soit capable de faire tellement d'harmonie avec sa même voix qu'elle n'ait jamais besoin de qui que ce soit d'autre qu'elle-même pour pouvoir faire toutes ces harmonies et qu'elle fait principalement ça sur tout son fameux couloir là. C'est-à-dire que sur le couloir, alors qu'elle est seule, et comme elle a plus ou moins peur de marcher tout, elle se dit je vais prendre des sœurs jumelles. Et donc ces sœurs jumelles là, c'est sa voix qu'elle réussit à transformer sur plein de tons différents à chaque fois pour pouvoir harmoniser avec soi-même. Alors, il y a un truc, c'est que la plupart des gens pensent que le fait de chanter très haut, c'est chanter très bien. Mais il y a un art que beaucoup de gens ne comprennent pas qui est aussi très difficile, c'est chanter très bas en fait. Et ça, Brandy, qui est déjà une voix très grave, le maîtrise à la perfection. Et c'est donc comme ça que les gens vous expliqueront qu'elle est la reine des harmonies parce qu'elle en fait plus que les groupes. Et surtout, ce que les gens ne comprennent pas, c'est que structurer une harmonie a cappella, en réalité, c'est facile. Mais refaire des harmonies différentes pour chaque chanson
chansons différentes et pour chaque texte différent. C'est hyper compliqué, mais c'est exactement ce qui va faire la deuxième essence de Full Moon. Full Moon came out, it's like the Bible. You know what I mean? It was like if you weren't that much into gospel, it was your Kim Burrell. It was the blueprint, the map, how to do vocals, how to be a placement singer, not to riff all over the place, how to do something that meant something. The music was solid, the songs were solid, everything. I mean, Brandy is Brandy, so that's that. Maintenant que le couloir est tapissé, qu'elle a fait ses harmonies hyper techniques sur toute la chanson, on lui dit bah on peut sortir la chanson. Et elle dit encore une fois non, en fait, le parcours là n'est pas fini, je ne me sens pas tout à fait satisfaite. Et on lui dit mais qu'est-ce qui se passe? Je sens que certaines de mes sœurs jumelles là ont plus ou moins froid. Comment ça elles ont froid? Oui elles ont froid. Donc du coup qu'est-ce que tu veux faire? Bah en fait sur certains moments, je veux rajouter des écharpes en fait. Je vais prendre des écharpes, je vais mettre à certaines de mes sœurs jumelles comme ça, un peu partout. Et je suis sûr que là elles n'auront plus froid, elles vont vraiment bien se porter. Et j'ai besoin de faire ça, je sens que mes sœurs jumelles ont froid. Et c'est donc ce qu'on va appeler les runs. Elle a fait ses classes dans le gospel. Donc de base, le classicisme gospel là elle connaît. Mais en plus, donc, elle a un père prof de chant. Et en fait, ce qu'elle va faire, c'est que de cette éducation soulful gospel qu'elle a eue, elle va donc rajouter les très particulières notes très précises de l'école gospel dans tous ses titres. Et c'est de ça qu'elle va devenir la Bible des runs. Maya vous le dit aussi. Brandy for runs, I choose. Like, she's the vocal Bible of runs and harmony. You know, she knows her stuff musically. Bible des runs, à savoir que elle peut reproduire un nombre de notes très précises, très soulful, très gospel à l'infini. Ces titres en sont absolument bourrés et ça vient absolument de partout. Que ce soit en ghost ou en lead, elle les balance. Comme ici. Comme ici. Comme ici. Vous écoutez Brandy, si vous ne faites pas attention, vous avez souvent ces notes aéroportées très soulful, très gospel et surtout très techniques qui viennent un peu saupoudrer le tout, un peu comme des avions, des écharpes qu'elle met dans son petit couloir et ça parsème toutes les chansons et c'est plus ou moins l'un des troisièmes axiomes de son style vocal. J'ai simplifié vraiment pour que ce soit accessible à tout le monde, mais maintenant il faut le multiplier par 1000 parce qu'effectivement elle le reproduit à l'infini. Et ce qu'il faut surtout comprendre, c'est que pour faire ça, déjà avoir son propre couloir, qu'on espèce de cloisonner avec sa propre voix et ensuite avoir ses harmonies, la construction de différentes manières et de différentes façons avec sa voix. Et en troisième, avoir toutes ces notes-là hyper gospel qu'on reproduit de différentes façons à l'infini. Pour faire ça, il faut avoir une parfaite connaissance de sa voix. Il faut vraiment savoir comment sa voix fonctionne à toutes les étapes. Même quand on ronfle, il faut savoir comment on sonne en fait. Et c'est sur ça que Brandy est très forte. Encore une fois, Bangladesh expliquait qu'elle est capable de classer 9 pistes vocales sur un titre en fait. Vous voyez ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'elle est capable de poser 9 fois de façon différente et de réussir à les insérer un peu partout dans la chanson de sorte que vous les entendiez à différents moments en fait. Ready.
ça là a structuré plus ou moins la légende autour de sa voix. Déjà qu'elle a un timbre très particulier, le fait de l'avoir entourée de ce travail vocal extrêmement technique a fait d'elle quelqu'un qui compte dans le style vocal quand on parle de R&B. Ensuite, bien sûr, comme c'était novateur et aussi accompagné à une certaine époque d'un son novateur, ça lui a donné un statut. Mais la troisième chose, c'est que c'est vraiment, et c'est pour ça que j'explique que j'ai vraiment simplifié, en abondance en fait. Elle sait faire énormément de choses, donc de fait, beaucoup d'autres chanteurs et dans beaucoup de chansons que vous écoutez, vous avez ce qu'on appelle les Brandy Run, les Brandy Riff, énormément de titres ou de notes très précises qui viennent directement d'elle en fait. Ah, oh yeah. Oh, oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Par exemple, Toni Braxton, qui est une très bonne chanteuse, qui, bon, bien sûr, on ne va pas présenter Toni Braxton, qui a son style vocal, qui descend tout droit d'Anita Baker, a un style vocal très classique en fait. Et très souvent, elle ne fait pas ses chœurs, ou alors elle les fait de manière très minimaliste. Et souvent, même, on avait Tamar qui nous faisait les chœurs, parce que Tamar a un timbre un peu plus doux, qui met le timbre plus rocailleux, plus brumeux de Toni Braxton en valeur. Ça donnait des trucs comme ça. Et donc souvent on retrouvait ce tandem là dans les albums de Toni Braxton et moi je l'aime beaucoup. Mais quand Toni Braxton a un titre composé ou écrit par Brandy, tout de suite vous voyez que même si Toni essaie de la retenir, bah ça tombe dans du Brandy en fait. Kelly Rowland, pareil en fait. Kelly Rowland, souvent même sur l'album Miss Kelly, elle était très critiquée quand on voyait les critiques parce que ça ressemblait beaucoup à du Brandy. Des titres comme Flashback ou Better Without You, c'était vraiment calqué sur le style vocal de Brandy. Et quand vous l'écoutez... Elle a souvent dit que Brandy et Beyoncé étaient ses principales inspirations vocales. Mais ça dépasse totalement ça. C'est-à-dire que ça va dans la sphère même du détail. Souvent comme des chanteuses comme Jasmine Sullivan, qui est une chanteuse extraordinaire, rencontre Brandy. Qu'est-ce qu'elle lui demande? Elle lui dit « Apprends-moi le run que tu faisais la dernière fois là, c'était ça. » Ou encore Jennifer Hudson. On est tous d'accord que Jennifer Hudson sait crier, elle sait tout faire en fait. Elle sait chanter. Mais le travail vocal de Brandy, bah en fait, il faut le... Oh yeah, and I just wanna talk to you, baby, and let you know what I'm thinking. I can't do that. Oh please, boy, I'm done with all the lying. Yeah, she leaving me. Brandy, you leaving me. I told you, I sit up, and I try to do Brandy. And we slow down for a minute. I'm working on it. Kehlani vous dit souvent que c'est sa chanteuse préférée et ça s'entend. Et d'ailleurs, elles ont été en studio récemment pour le titre Baby Mama. Et Brandy disait qu'elle-même était un peu bizarre parce qu'elle voyait comment Kehlani disait « Je suis dans mon Brandy moment, je suis dans mon Brandy moment ». Parce que Kehlani essaie beaucoup de refaire exactement la même note que Brandy en fait. En France, en fait, Warren vous cite souvent Brandy dans les chansons, oh, B-Rocks et ce genre de trucs. Et elle s'en inspire peut-être un peu moins parce qu'elle est plus Mary J. Blige, c'est-à-dire qu'elle est plus street dans l'esprit. Mais sur le dernier album de Warren, à savoir Miséricorde, sur plusieurs titres, vous voyez bien l'influence de Brandy. Par exemple, Dis-le sans attendre, à la fin, ça ressemble très sensiblement au titre Say You Will de Brandy. Sans attendre, dis-le sans attendre, sans faveur, dis-le sans attendre, je ferai mieux de ne pas y prêter d'attendre. Dis-le sans attendre, dis-le sans attendre, dis-le sans attendre. Mais celle qui s'en inspire le plus dans la zone francophone, c'est bien sûr Zao en fait. Si vous connaissez bien les arrangements vocaux de Zao, c'est du pur Brandy. En 2012, elle a même fait une interview au magazine So Sound et il lui avait posé la question. Et d'ailleurs, c'est drôle parce qu'on lui a jamais beaucoup posé la question en France. Et elle avait dit que quand elle était au Canada avant, on lui disait souvent que c'était très inspiré de Brandy et que depuis qu'elle était en France et que Brandy était moins mise en avant, on lui faisait moins ce rapport-là. Et si vous avez déjà écouté les 2 premiers albums de Zao ou si vous écoutez des titres comme Un peu beaucoup, vous allez retrouver pas mal d'éléments de la structure que je vous ai expliqué au début, parce que Zao même, je vous rappelle que sur les forums de R&B américains, souvent des Français exprès postaient du Zao et les gens disaient dans les commentaires que c'était French Brandy en fait, parce que c'était très ressemblant et des fois même, moi-même j'étais choqué sur certains moments, je me disais et si vous ne me le croyez pas, demandez-lui, allez lui demander poliment sur Instagram si elle ne s'est pas beaucoup inspirée de Brandy et elle vous dira normalement sur ses 2 premiers albums que oui, ça a été une de ses inspirations vocales et même pour la chanson Si Seulement qu'elle avait écrite sur l'album de Lincha.
ça chauffe de moi. On retrouve vraiment l'influence de Brandy dans la chanson et j'avais posé la question à Lincha lors de mon live avec elle. Elle avait confirmé que c'était voulu d'avoir ce petit truc à la Brandy dans la chanson. Mais en fait, je pourrais vous citer des tonnes de chanteurs et des tonnes de chanteuses qui vous confirmeraient cet impact de Brandy. Par exemple, Brian McKnight qui vous dira, je l'ai eu en live récemment, il me l'a redit, que c'était sa chanteuse de R&B préférée et son timbre de R&B préféré. Before you are still my favorite female singer. Have you ever loved somebody so much it makes you cry? Ou alors les Boyz II Men qui sont d'excellents chanteurs qui essaient de refaire les runs de Brandy. Oh, she's so. Oh, good night, man. I'm telling you, man. Même dans de gros tubes R&B hip-hop que vous écoutez, des fois vous avez des Brandy runs. À savoir que par exemple dans Loyal de Chris Brown, il y a ce petit moment-ci. Bah ça c'est un Brandy run en fait. Ça ne veut pas dire qu'elle l'a créé, mais la manière dont il pose, au moment dont il pose et la tonalité dans laquelle il pose, c'est un Brandy run. Et en fait Chris Brown, même s'il aime beaucoup Brandy, il le dit tout le temps, il vous a dit que c'était la meilleure chanteuse de R&B, même s'il l'aime beaucoup, il n'arrange pas ses chansons comme elle. La personne qui arrange souvent les titres un peu comme Brandy, c'est la personne qui a fait la chanson, c'est Ty Dolla $ign en fait. Because Brandy has like always been one of my favorite singers of all time. Lui, c'est R. Kelly à 80% et souvent un peu de Brandy sur certains adlibs et c'est totalement assumé. Lui-même le dit en fait. Même Beyoncé parlait aussi du titre Focus parce qu'en fait, Focus est chanté très très bas et il faut donc harmoniser très très bas et elle en parlait en disant que les backgrounds sont dingues. Tout ça fait en sorte qu'elle a un respect plus ou moins unanime et unique dans le game en fait. Souvent sur les sites américains, vous avez les Brandy Challenge qui consistent à refaire des runs, refaire des notes de Brandy. Et c'est presque un jeu aussi bien que les gros chanteurs essaient de le refaire en fait. Et souvent ils n'y arrivent pas forcément, c'est ça qui est encore plus drôle. Yeah, 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 yeah. C'est par là qu'elle a donné lieu à toute une génération de chanteurs et qu'elle a donc eu ce statut de Vocal Bible. Parce qu'en réalité, chez elle, on prend un peu tout en fait. Il y a tellement de choses, la palette est tellement large que quelqu'un peut venir et prendre ça, l'autre prend ça, l'autre prend ça, c'est Brandy un peu partout. Et c'est ce que j'ai essayé de vous montrer au cours de la vidéo. D'ailleurs, Solange, quand elle se battait contre les magazines américains, les magazines blancs américains selon elle, elle estimait que les magazines blancs américains ne peuvent pas juger le R&B. Pourquoi? Parce qu'ils ne comprennent pas les album tracks de Brandy. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça, mais c'est le point culminant de son album A Seat at the Table. C'est parce qu'elle se battait sur Internet en disant que les magazines blancs américains ne comprennent pas le R&B parce qu'ils ne comprennent pas les album tracks de Brandy. Pourquoi? Parce qu'elle a donné lieu à toutes ces chanteuses-là qui harmonisent de ouf, Estero, Dan Richard et tout ça là, qui étaient plus ou moins signées avec Solange et qui n'étaient pas forcément compris par certains magazines. Et donc de fait, pour défendre son idéologie à elle et défendre l'idéologie d'un certain type de R&B plus ou moins novateur, elle s'est mise à dire que ces gens-là ne pouvaient pas comprendre parce qu'ils ne comprenaient pas la base, à savoir que tout vient des albums de Brandy. Et vous allez voir que tous ces artistes-là, R&B plus ou moins New Wave, à savoir James Fauntleroy, Frank Ocean, Stacey Bartz, tous sont venus du carcan de Brandy et certains ont eu même leur premier placement comme Stacey Bartz et Frank Ocean chez Brandy en fait parce que c'est vraiment la mère plus ou moins de cette autre vibe R&B et Tori Kelly et Her qui étaient en live l'autre jour l'ont confirmé en fait. Brandy's another one, man. Oh, I love Brandy. Oh my gosh. Like when I started listening to Brandy, I feel like I got better at singing. Like She has that effect on people, I think. She's the vocal Bible. So good. Maintenant que je vous ai expliqué l'impact vocal de Brandy dans le game et vous avez plus ou moins vu tout le respect qu'elle a chez ses pairs, vous devez vous dire pourquoi elle n'a pas autant de succès en 2020. Et déjà, le succès ne rime pas forcément avec l'impact ou le respect que tu peux avoir chez tes pairs. Il y a eu plusieurs erreurs commerciales ou plusieurs erreurs de single ou plusieurs erreurs d'image qui ont été faites dans sa carrière. Mais ça, je l'expliquerai dans une vidéo sur sa carrière. Mais surtout, en fait, s'il y a encore du monde qui regarde cette vidéo, vous venez de regarder une vidéo de peut-être 30 minutes de quelque chose qui ne vous intéresse absolument pas, en fait. La vérité, c'est ça. C'est-à-dire qu'en réalité, elle est passée à un stade où elle est tellement technique. Robert Glasper explique qu'elle est capable de tromper la machine, à savoir qu'elle est capable de refaire des notes tellement techniques et tellement exactement les mêmes que même l'ordinateur ne s'y retrouve plus. Quand on en arrive là, artistiquement, c'est ouf, en fait. C'est totalement dingue et c'est normal que les artistes l'adorent. Mais de
l'autre côté, Brandy a petit à petit, et c'est un gros débat sur les forums de R&B américains depuis quasiment 15 ans, Brandy s'est petit à petit quand même déconnecté de son audience, surtout qu'il y a un problème d'image. Et c'est ce que je vous ai dit au début, c'est une baby star en fait. De Brandy, on n'attend pas qu'elle soit aussi technique, qu'elle sorte autant des codes dans la manière de structurer ses chansons, d'organiser ses runs. Elle devrait être plus classique en fait, à ne pas trop sortir des codes, mais ce n'est pas comme ça qu'elle se conçoit. Par exemple, quand vous écoutez Love de Keisha Cole, ça vous convient très bien, elle crie là. Mais on peut être sûr, vous et moi, que Brandy n'aurait jamais posé cette chanson de cette manière-là, en fait. C'est-à-dire qu'elle l'aurait chanté de manière beaucoup plus compliquée, beaucoup plus technique, et ça aurait pris plus de temps pour adhérer à la chanson, alors que Keisha Cole, c'est bien plus simple. Et souvent, sur certains singles de Brandy, comme cette chanson-ci, je pense qu'un chant un peu moins harmonisé et un peu plus lisse aurait été plus simple d'acceptation pour l'auditeur lambda. Mais ce n'est pas comme ça qu'elle se pense, ce n'est pas comme ça qu'elle se voit, et elle vous l'a prouvé avec son nouvel album B7. Something happened this week. Brandy put out a new record. That woman can sing just take her whole head off. Forget your face. Just the whole head. Those harmonies are so beautiful. Brandy, if you see it, if you see this, and if anybody knows her, just tell her, well done. Tout ce que je vous ai raconté au début de la vidéo était déjà plus ou moins vocalement un extrême pour l'extrême majeure partie des chanteuses de R&B. Mais maintenant avec B7, on est passé à l'extrême de l'extrême parce qu'en fait, Brandy s'est dit cette fois-ci, le couloir là, en fait, je trouve que je ne veux pas le couloir en fait. Le couloir là, je suis pas trop fan. Cette fois-ci, ce que je veux qu'on fasse, c'est que vous preniez tout. Prenez le ciment, prenez les maçons, prenez tout et on va poser brique par brique à chaque endroit où je veux mettre mon truc en fait. Si ici là, je veux mettre mes sœurs jumelles, vous mettez mes sœurs jumelles là et vous construisez le couloir à cet endroit précis. Si là-bas devant, je veux mettre mon écharpe, c'est à ce moment-là que vous construisez. Vous construisez au moment où je vous dis de construire en fait. Ce n'est plus le truc de que le couloir et j'entre. Non, 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 cette fois-ci là, c'est vraiment moi qui décide exactement jusqu'où on va et jusqu'où on s'arrête. Et c'est exactement comme ça qu'elle construit cet album. C'est-à-dire que l'album est totalement au service des harmonies de Brandy et de ce que Brandy a raconté. C'est vraiment très particulier parce que même moi, à la première écoute, j'étais un peu déboussolé. Pourquoi? Parce que les chansons ne sont même pas structurées comme des chansons normales en fait. C'est-à-dire que la plupart du temps, quand on écoute une chanson, on a le couplet, on a le refrain, on a le couplet, on a le refrain, ensuite on a le bridge et la fin de la chanson. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que le bridge, c'est par exemple ça. Nous sommes plus ou moins habitués à ce genre de code-là. Ce genre de code-là ne se retrouve que très peu sur B7. Très souvent même, un couplet peut être plus loin que le second ou alors le bridge arrive à la fin de la chanson. C'est-à-dire qu'elle fait exactement ce qu'elle veut, comme elle veut. Elle le structure comme ça parce que tout est au service de sa voix et de son message. Second half of this album, and the whole album actually, is like a clinic in vocals. Well, yeah. It's a clinic. It is nothing less. It is like she is far superior when it comes to just laying vocals. L'expérience peut de temps être particulière que, en fait, avant, elle avait plus ou moins des producteurs mainstream. C'est-à-dire qu'il y avait plus ou moins une liaison qui était faite entre ses harmonies, son travail très très riche, et donc des producteurs qui étaient accessibles au mainstream. Rodney Jerkins, Timbaland, surtout Eleven, même s'il y avait des producteurs différents, c'était des gens comme Rico Love ou encore Bangladesh, dont des gens accessibles au mainstream. Là, DJ Camper n'est pas un gros producteur accessible au mainstream, il est plus ou moins R&B soul, et en plus, donc, Brandy harmonise et déstructure ses chansons comme jamais. Ce mélange-là fait en sorte que pas mal de fans de la première heure qui aimaient bien les harmonies de Brandy mais qui préféraient ça sur un son plus ou moins R&B mainstream sont un peu perdus. Et de l'autre côté, elle a absolument un cult following en fait, à savoir que tous les artistes là, India.Arie, Music Social, Kimberell, Chantemore, tous vous expliquent depuis plusieurs semaines que c'est l'album de l'année, qu'il est absolument incroyable. Le directeur de BET a dit qu'il devrait gagner au Grammy Award Progressive R&B Album. C'est-à-dire qu'elle a énormément de compliments d'une niche qui comprend très bien sa démarche artistique. Et il y a d'ailleurs un truc qui m'a fait rire, c'est-à-dire que Solange était à fond, elle a tweeté pour dire que je suis vraiment à fond, j'adore l'album. Et le truc qu'elle a noté, c'est le run à la 2.14. Alors je vais vous faire écouter le petit run à la 2.14 et je pense que la plupart d'entre vous, vous ne l'auriez même pas remarqué. Et je pense que très logiquement et très légitimement,
vous vous en foutez en fait. Mais c'était très drôle et d'ailleurs c'est une blague que je fais souvent. Les gens qui écoutent bien les albums de Brandy, très souvent l'album sort le 7 juillet, vous allez appeler le 14 juillet, vous allez entendre que non, je suis encore à la première chanson parce que le run qu'elle fait à la 3-14, là, je suis encore bloqué dessus en fait. Donc il y a souvent ce genre de blague là et dans les commentaires, Solange qui était très sérieuse avait les tweets et pas mal d'autres harmonieuses qui expliquaient que non, moi je suis à la 1-14, à la 1-12 et ce genre de trucs en fait. Et c'est bien pour vous montrer qu'en fait qu'elle a créé son public de gens qui ont l'oreille très aguerrie et qui vous disent déjà que non, là on est très loin, c'est vraiment très expérimental. Et de l'autre côté, malgré tout, même si effectivement les chiffres ne sont pas catastrophiques, elle va laisser sous le banc une grosse partie de sa fanbase qui attendait un mix entre les harmonies classiques de Brandy et des productions plus mainstream. Parce qu'encore une fois, elle a encore cette image de baby star qu'elle n'a pas changé. L'album est pour moi son meilleur depuis Aphrodisiac parce que je trouve que malgré tout, il est plus intéressant, hormis 3 titres que 211 et Human. Mais de l'autre côté, on entre dans une technique qui pour moi devient inutile pour quelqu'un qui n'est pas vraiment un gros fan de ce genre de choses en fait. À savoir que, par exemple, il faut savoir que Whitney Houston, c'est son idole absolue. La pochette de l'album est une référence à The Bodyguard pour Whitney Houston. C'est vraiment un hommage à Whitney Houston. Le précédent album aussi était déjà un hommage à Whitney parce que Whitney est morte le jour de son anniversaire. Donc de fait, l'album s'appelle 211 le 2 février. C'est des hommages qu'elle rend fréquemment à Whitney Houston. Et le premier titre de l'album s'appelle Saving All My Love, comme le titre de Whitney Houston. Donc, encore une fois, c'est un clin d'œil. Et dans la chanson où elle raconte toute son histoire, son cœur brisé, ce genre de choses, bah en fait, ce n'est que sur les dernières secondes, quand vous avez la bonne oreille, vous voyez qu'elle rend un hommage à Whitney Houston, ça donne ça. My love, I ain't saving all my love for you. Et cette note-là, c'est la note de Whitney en fait. Et elle le fait juste à la fin. Et l'album est bourré de ce genre de références en fait. Quand c'est pour Aretha Franklin, qui était venue la voir récemment encore à Broadway, elle le fait aussi quand elle dit Ain't No Secret dans Lucid Dream. C'est-à-dire qu'elle pose exactement comme Aretha Franklin. Ça dure quelques secondes. Ain't no secret, ain't no secret. Quand elle dit dans Saving All My Love, Rock Without the Boat, c'est Aaliyah. Quand elle fait la répétition de Say My Name dans Unconditional Dream, c'est Destiny Child. C'est-à-dire qu'en plus déjà du fait que ce soit chargé d'harmonie, maintenant elle a rajouté quoi? Elle a rajouté plein de petites références pour les connaisseurs de musique. Et effectivement, c'est passionnant en fait. Pour quelqu'un qui est très bon, c'est passionnant parce que tu entends, tu te dis, ah, elle a fait ça, oh, elle a fait ça, elle a fait ça. Donc du coup, c'est très passionnant pour quelqu'un qui aime vraiment ce genre de choses. Pour l'auditeur lambda, ça manque d'efficacité en fait. Et le meilleur exemple pour moi, c'est l'une des meilleures chansons de l'album, à savoir Borderline, qui est un très beau titre et qui selon moi aurait même dû être le premier single. It's why I cry, need to heal, got another lady. Ce titre est la parfaite illustration de pas mal de choses que j'ai dit dans cette vidéo parce que c'est du Brandy en fait. Personne dans le game n'aurait pu l'enregistrer exactement comme ça, pour le pire comme le meilleur. C'est-à-dire que c'est vraiment du début à la fin du Brandy. Il est totalement harmonisé, structuré, palé, le couloir, bref, c'est son couloir. Le seul truc, c'est que pour moi, même si j'aime bien la chanson, je pense qu'elle aurait dû avoir un bridge. Well, don't believe this ain't for you. No, this ain't for you. And if you got a deep Bah en fait ce genre de moment ça porte la chanson et ça donne à la fin une plus grosse portée en fait. Surtout Mary J. Blige aime bien ce genre de fin un peu en apothéose. Alors que Brandy, elle refuse ça. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait en sorte que sur chaque couplet, elle rajoute d'un ton. Moi je l'entends, mais de fait pour la personne qui ne comprend pas ce genre de choses, bah en fait la chanson sonne plate. Alors qu'avec un bridge, elle aurait été forcément plus efficace et donc toucher plus de gens. Mais Brandy, encore une fois, ne se voit pas comme ça. Donc elle vous offre du Brandy de la première à la dernière note. Les amoureux d'harmonie de ce genre de couloir hyper tapissé vont adorer. Mais encore une fois, pour les personnes qui ne sont pas forcément aguerries, ça va être un peu froid. Même si encore une fois, elle met énormément de choses, elle case énormément de notes hyper différentes dans la chanson en fait. That's one note. Gonna be torn apart. Gonna be torn apart. Gonna be torn apart. Don't try to get to the end before you hit all the notes. Gonna be torn apart. Gonna be torn apart. Watch the end. Moniz. Elle pourrait et mériterait certainement une nomination Grammy dans la catégorie Best R&B Performance et ce genre de choses, mais les Grammy ne sont pas trop fans d'harmonie, donc il ne faut pas non plus trop espérer de ce côté-là en fait. Mais en revanche, ce qu'il faut noter, c'est qu'elle assume ce parti pris et que malgré tout, bizarrement, une grosse partie de ses fans la suivent en fait. À savoir qu'elle va faire 25 000 ventes en première semaine. Si elle a fait 25 000 ventes, il faut comparer ça aux autres albums de R&B en fait. Elle est en indé, donc elle finance tout de sa poche. Et vous allez vous rendre compte que très peu d'artistes R&B, même en major, font mieux en fait. John Legend a fait
fait 20 000 ventes, Chloé et Ali ont fait 22 000 ventes, Tiana Taylor a fait 28 000 ventes. C'est-à-dire qu'elle est quasiment dans les eaux des nouveaux artistes et des anciens artistes R&B. Parce que Usher, en 2016, quand le R&B était en meilleure position, faisait 27 000 ventes, ça veut dire qu'elle est quasiment dans les eaux des autres artistes R&B en indé. Et ça s'est d'ailleurs vu dans la communication parce qu'ils avaient même sous-estimé la mise en place chez Target. Donc de fait, eux, ils se sentent plus ou moins confortés. Ils vont rééditer l'album. Et je le dis pourquoi? Parce que ce n'est même pas sûr que Brandy ait envie de revenir sur un format à la Timbaland et à la Pharrell en fait. Il faut savoir que Pharrell a fait partie des sessions d'enregistrement et que ses titres n'ont pas été retenus. Timbaland a tweeté après la sortie de l'album pour dire qu'il avait hâte de revenir en studio pour travailler avec sa voix, mais elle ne semble pas trop réceptive à revenir sur le mainstream. Et ils continuent donc à pousser avec les moyens qu'ils ont ce disque-ci. Et c'est pour ça qu'on va avoir droit au fameux battle avec sa meilleure ennemie. En Europe, Monica est injustement sous-estimée parce que c'est une excellente chanteuse, mais vraiment une très bonne chanteuse. Le truc même, c'est qu'en réalité, et ça c'est vraiment sans animosité avec Brandy, c'est la vraie enfant de Whitney Houston. Pourquoi? Parce que c'est l'autre bébé de Clive Davis. Monica, en fait, c'est une Whitney R&B, c'est-à-dire qu'on l'a vraiment placée pour être une Whitney, une chanteuse qui chante très très classique sur du R&B, et c'est exactement ce qu'elle fait. Elle fait, et je l'ai toujours dit, et je le dirai encore mieux quand je ferai une vidéo sur elle, ce que moi j'appelle du R&B formule. C'est-à-dire que 1 + 1 est égal à 2 chez Monica, ça ne change jamais en fait. Elle ne s'encombre pas de fioritures, elle fait exactement ce qu'on lui a appris, bébé de Clive Davis, et ça se voit dans sa carrière, pour le meilleur comme le pire en fait. Parce qu'en réalité aussi, Monica, même si elle va avoir beaucoup de hits R&B, son problème c'est que vraiment elle est nichée, et de fait son album le plus vendu c'est The Boy Is Mine avec 2,2 millions d'exemplaires aux États-Unis en fait. Elle ne passe pas de cette barre là, même si paradoxalement elle va avoir plusieurs numéros 1 sur ce disque là, parce qu'elle va avoir beaucoup de presse derrière ce duo là. Même si elle va avoir ça, en termes de vente d'album, elle reste très nichée, aussi bien sur sa formule qui est donc très classique, et aussi sur son impact de façon générale. J'ai pas du tout envie de teaser ma vidéo sur Monica, mais After the Storm est un excellent album. C'est personnellement pour moi un des meilleurs albums de R&B des années 2000, et c'est un album que vous devez écouter en fait. Pour moi c'est son meilleur album, mais il y a aussi The Making of Me qui est un très bel album. Il y a aussi le premier album qui est un très bel album. The Boy Is Mine, je le trouve un peu plan-plan malgré son petit succès. Je le trouve un peu plan-plan au niveau de la qualité, mais ça reste aussi un beau disque, comme son retour en 2010 avec la télé-réalité Still Standing qu'on a tous soutenu en fait. Monica a une carrière tout à fait honorable, mais en fait ce qui m'a toujours fait sourire, et c'est pour ça aussi que j'étais pour ce battle, c'est qu'en réalité, il n'y a aucune opposition possible entre Brandy et Monica en fait. C'est même une des choses que je préfère dans l'industrie du disque américaine, c'est que des gens se battent pour des choses qui n'ont absolument rien à voir. Parce qu'en réalité, Monica ne peut pas faire d'ombrage à Brandy, parce que Monica est dans un créneau très précis, très classique, et en plus, il y a une chose que j'aime beaucoup chez Monica, c'est qu'elle est réaliste en fait. C'est une chanteuse incroyablement réaliste dans sa manière d'interpréter. Elle te raconte le truc. Quand elle te dit qu'elle a frappé la porte de son mec pour le trouver avec une meuf, tu as l'impression que tu frappes la porte avec elle en fait. Pendant que Brandy, quand elle va arriver dans la porte, elle va commencer à harmoniser avec ses sœurs jumelles pour pouvoir entrer. Bah, Monica va rester très classique. Mais la réalité est que même si on prend les chiffres d'albums, Brandy a logiquement vendu plus d'albums en fait. Sur les deux premiers, Brandy a 3 millions, Monica a 1,4. Sur le deuxième, Brandy a 5 millions aux États-Unis, Monica a 2,2. Sur le troisième, elle se retrouve plus ou moins parce que Brandy fait 1,4 avec Full Moon et Monica fait 1,3 avec After the Storm. Sur les quatrièmes, à savoir Aphrodisiac et The Making of Me, Brandy fait 500 000 aux États-Unis et Monica fait environ 360 000. Et sur les cinquièmes, Brandy se gouffre totalement avec 250 000 pour Human, et Monica revient justement avec les 500 000 et l'aide de la télé-réalité sur Still Standing avec ce single-ci. Mais en réalité, même si Monica, en plus avec les featuring, a plus de titres classés dans les charts R&B que Brandy aux États-Unis, ça ne se joue pas exactement sur ça. Pourquoi? Parce que Monica, justement, et elle a su très bien le faire. Pour moi, elle a fait de manière absolument merveilleuse sur plusieurs albums. Elle a su rester dans ce créneau très classique, très R&B, qu'il ne faut absolument pas mépriser parce que c'est la base, en fait. Donc, du coup, elle le fait très bien. Et donc, elle a ses petits hits par-ci, par-là, très classieux et qu'on aime beaucoup. Sauf que, de fait, elle ne joue pas sur le même créneau que Brandy parce que Brandy a ce côté plus avant-gardiste. Et donc, de fait, ses hits à elle ont plus marqué la culture R&B hip-hop et en plus même ont créé toute une génération de chanteurs. C'est pour ça que je pense en réalité que c'est un combat où aucune ne peut sortir de là dévalorisé, parce que ça fait 20 ans que je suis les débats, les insultes des fans de Brandy contre Monica, et c'est toujours la même chose en fait. Les fans de Monica diront que Brandy n'a qu'à ouvrir une église à devenir choriste si elle veut, et les fans de Brandy répondent généralement aux fans de Monica que Monica chante comme toutes les meufs des églises Atlanta. Et si vous voulez rigoler, regardez un peu les commentaires de leur second duo It All Belongs to Me, regardez les premiers commentaires, vous allez voir que c'est exactement ça en fait. Les fans de Brandy vont insulter Monica en disant qu'elle
est absolument banale. Et les fans de Monica vont insulter Brandy en disant qu'elle en fait trop avec ses harmonies. C'est comme si on vous demandait inlassablement de choisir l'un des versets d'une pièce de 50 centimes. Ça ne va pas changer le prix de la pièce en fait. Et donc c'est un peu comme ça que je vois le débat entre Brandy et Monica, parce que je sais que l'une ne peut pas en fait vraiment faire ombrage à l'autre parce qu'elles ne vivent pas exactement dans le même monde, même si elles ont des carrières qui peuvent sembler similaires en fait. C'est-à-dire que si Monica joue la carte, j'ai un peu plus de hit radio, bah Brandy n'aura qu'à jouer la carte, bah moi j'ai le plus de album track avant-gardiste et elle la sent en fait. D'ailleurs ça me rappelle un truc, le jour où Kelly Rowland expliquait dans un live que oui bah elle adore Brandy et tout et sa chanson préférée de Brandy c'est When You Touch Me. Et ce que j'ai aimé dans le live, c'est pas ce qu'elle dit, c'est ce que son mari dit. Favorite Brandy song? My favorite Brandy song would have to be Touch Me. When You Touch Me. Oh, see, I didn't even tell him. Oh, I love this man. Damn, I love you, babe. How did you know I was going to say that? I mean, that's the hardest Brandy record. Il lui dit, tout le monde sait que c'est la meilleure chanson de Brandy. Sauf qu'en réalité, ce n'est pas un single en fait. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est que When You Touch Me, Brandy ne la chante quasiment jamais en live, mais d'autres artistes la chantent sur leur scène à eux en fait. C'est pour vous montrer que ce n'est pas exactement la même chose. Pareil pour Is que Brandy ne chante quasiment jamais, mais qui est devenu son classique gospel. India Arie la reprend sur scène. You can take away the money, my fortune and fame, but as long as you stay. Kira Shord aussi. Et c'est de ça et de plusieurs autres que Solange vous parle quand elle vous parle des albums tracks de Brandy qui ont impacté la culture. Et donc de fait, même si effectivement Monica a une bien meilleure image, parce que Monica en plus, elle a la télé-réalité, elle a une très bonne image, elle se vend très bien, c'est plus ou moins l'amie de tout le monde, ce qui n'est pas le cas de Brandy. Bah sur un battle, je trouve que ça peut s'équivaloir, à part si l'une d'elles se plante vraiment de ouf sur sa playlist en fait. Et si l'une d'elles se plante sur sa playlist, ce sera certainement Brandy qui voudra peut-être jouer les chansons de son dernier album pour faire la promo, parce qu'en réalité, comme elles ne peuvent absolument pas se saquer, ce truc-là, c'est surtout pour se faire de la promo parce qu'elles savent qu'elles sortent des projets en ce moment. Et que comme c'est très attendu, comme tout le monde sait qu'elles ne peuvent pas plus ou moins se saquer, bah elles espèrent battre le record. Et d'ailleurs, même Versus pense qu'elles vont battre le record. La différence entre les deux est assez simple, à savoir que Monica est aimée. Elle est appréciée parce qu'elle a des tubes et tout. Et même moi, j'aime et j'apprécie Monica. Et je ne supporte pas le fait qu'on puisse lui manquer de respect. En revanche, on étudie Brandy. Et c'est là toute la différence en fait. Vous avez vu énormément d'artistes vous dire que j'étudie Brandy, je prends le temps d'écouter ce qu'elle fait, de refaire et tout. Et c'est là où effectivement il y a un décalage. Quand vous regardez la carrière de Brandy, au cours des 6 dernières années, elle a reçu énormément de prix pour l'ensemble de sa carrière en fait. Donc c'est-à-dire qu'à chaque fois on l'a invitée, elle était assise, des artistes ont chanté pour elle. Ce n'est encore jamais arrivé à Monica. Je ne dis pas que ça ne va pas lui arriver, ça lui arrivera. Et l'impact culturel dans le genre R&B hip-hop, pour l'apport vocal et l'apport avant-gardiste, c'est d'abord Brandy en fait. Et on le voit jusque dans le gospel encore une fois. Kim Burrell l'a eu en live. Et pour ceux qui ne connaissent pas Kim Burrell, c'est une légende du gospel. Elle a une voix absolument incroyable. Elle a eu Brandy en live récemment et elle lui a donné un compliment assez particulier en parlant de ses arrangements vocaux. You are beyond. You are a dream. You are the world's soundtrack. Ce n'est pas j'aime tes chansons, tu es jolie et ce genre de choses. C'est tu es la bande originale de ce monde. Et quand Kim Burrell le dit, encore une fois, c'est pour vous expliquer que Brandy, en réalité, c'est une couturière vocale. Vous voyez comment il y a une aiguille et un fil? Bah, Brandy, pour elle, c'est sa voix. Et elle passe tout son temps à tisser, à remonter, à machin dans le couloir, en fait. Elle passe que son temps à faire ça. Et c'est pour ça que dans sa voix, il y a énormément de choses, en fait. Jamais Monica ne va s'encombrer de faire des chansons de 4 couplets, de faire des chansons sans refrain, de faire des couplets qui ne sont pas égalitaires, de rapper et de mettre des harmonies par-dessus. Bref, ça c'est Brandy. Et comme je vous l'ai expliqué, c'est pour le meilleur comme le pire en fait. Parce qu'effectivement, cette technique-là, même si elle est incroyablement richissime, peut être très difficile d'accès au grand public. Et elle, parce que justement, et c'est ce que je vous disais au début, parce que c'est un personnage particulier qui n'est pas forcément très apprécié et qui a un décalage entre l'image de Brandy toute lisse là que vous avez et la vraie ou la réelle Brandy, bah en fait elle ça la dérange pas en fait. Elle poursuit toujours dans son truc. Et un exemple plus ou moins intéressant, c'est la manière dont elle avait intégré Michael Jackson sur la chanson It's Not Worth It dans l'album Full Moon. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais il y a bien Michael Jackson qui avait donné ses vocals, c'est-à-dire qu'ils n'avaient pas été en studio, mais Michael Jackson lui a donné l'attribution d'utiliser sa voix sur une chanson de Brandy. Et qu'est-ce que Brandy va faire? Normalement, si vous avez vous, Michael Jackson sur une chanson, il vous dit bah je te donne ma voix, bah vous allez le mettre en avant en fait. Vous allez brag, Michael Jackson est sur ma chanson, je vais le mettre en avant. Bah en fait Brandy va faire l'inverse. Elle va aller le cacher dans ses harmonies et trucs. Et je suis sûr que beaucoup d'entre vous qui avez écouté Full Moon, peut-être que si vous n'avez pas prêté l'oreille, vous n'avez jamais entendu qu'il y a Michael Jackson. Et pourtant il y a bien Michael Jackson.
it's not worth it to walk away. You want this. Don't say it's time for us to quit. Don't say goodbye, this can't be it. Baby, please, 'cause it's not worth it. Don't tell me. Bah c'est elle en fait. Personne dans le game ne ferait ça. Tout le monde voudrait avoir Michael et le brag va se dire que Michael est dans mon album. Elle se dit que non. En fait, j'ai les bandes de Michael. Je vais en choisir certaines et je vais les insérer parmi mes vibes, parmi mes chœurs, mes 10 000 harmonies. Et c'est vrai que quand vous écoutez bien le titre, il rapporte quelque chose en fait. La manière dont il fait son ouh, ça rapporte un truc. Mais il faut pouvoir l'écouter plusieurs fois, le comprendre en fait. Et c'est pour ça que je pense que ce n'est pas forcément accessible à tout le monde et surtout que ça n'a rien à voir avec son image en fait. C'est une baby star. Elle est censée être dans les codes et elle refuse totalement. Depuis le départ, je vous ai montré que chaque fois, elle s'en éloigne un peu plus. Et bien sûr, c'est lié à créer une espèce de culte de fans qui sont absolument derrière elle contre vents et marées. Et elle a ses fans qui sont derrière elle contre vents et marées. Mais de l'autre côté, ça l'a coupé du très grand public. Et je ne pense même pas que, sauf événement exceptionnel ou alors film à succès, Brandy pourra revenir auprès du très grand public américain parce qu'elle-même, dans sa manière de penser sa musique, dans sa manière de prendre ses décisions, dans sa manière de s'énerver quand elle n'a pas les ventes d'albums. Et d'ailleurs, c'est la seule artiste R&B dont on peut voir les autres artistes s'inquiéter sur ses ventes d'albums en la rassurant, en lui disant oui, mais ne sois pas triste et tout et tout. Même si ça ne te va pas tout de suite, tu as fait un travail incroyable. Même des gens qui ne vendent pas beaucoup vont commencer à s'inquiéter de son travail à elle en lui disant non, ne sois pas inquiète, ton boulot reste exceptionnel, tu es incroyable, parce que pour eux, le travail qu'elle fait dépasse totalement les ventes ou la prétention mainstream. Mais je pense malgré tout que le principal problème vient du fait que Brandy n'a pas su trouver les moyens de faire évoluer son image en fait. C'est-à-dire qu'elle a fait progresser son travail vocal à des niveaux incroyables et vous le voyez encore une fois avec B7, mais en fait son image, ça reste l'image de la girl next door en fait. Ils n'ont pas réussi, il y a eu plusieurs tentatives à vraiment faire évoluer l'image de Brandy. Donc du coup, il y a une espèce de schizophrénie même chez elle-même parce que des fois, elle vous dit que c'est sa mainstream personality et c'est vrai en fait. Parce que des fois, quand on est en background, elle peut sortir des mots ou alors des phrases. C'est pas la fille qui se laisse faire. C'est pas du tout la meuf lisse que les gens peuvent croire qu'elle est. C'est pour ça qu'elle agace des fois sur certaines de ses réactions. On parle aussi souvent de problèmes d'attitude et tout ça est réel et a plus ou moins joué sur sa carrière. Mais la réalité, et ce que je vais vous faire comprendre avant de le détailler dans d'autres vidéos, c'est qu'il y a un gros décalage entre l'image que vous pouvez avoir de Brandy et le fait que les Kim Burrell, les Erykah Badu et quasiment toute la scène R&B, et on peut même aller ailleurs en fait. C'est-à-dire que Christina Aguilera, le producteur de son premier album, expliquait qu'en studio, elle écoutait Brandy et ça ne devrait pas vous surprendre en fait. For where she had to go do ad-libs, she was only listening to Mariah Carey and Brandy. So while I go, hold on a second, let me put this vocal together before you sing the bridge or whatever. She would put her Walkman on and she would just be sitting, working on her riffs. That's all she would do. Seuls ceux qui pensent que le fait de chanter c'est crier pourraient être surpris par ça en fait. Parce qu'effectivement, Christina Aguilera est une powerhouse et en fait ce qu'elle a fait c'est qu'elle a fini par caricaturer sa voix en fait. Si vous écoutez attentivement Christina Aguilera, ses vibes sont toujours les mêmes en fait. Les yéyi qu'elle fait là c'est toujours le même et en fait au fil du temps elle est devenue une sorte de caricature d'elle-même. C'est-à-dire que sa voix c'est toujours la même chose qu'elle refait et ça s'est même éraillé avec le temps. C'est l'inverse total du travail vocal de Brandy en fait qui passe son temps à explorer sa voix de différentes manières, de la tordre, de la comprendre. Bref, c'est-à-dire que même chez les rappeurs, elle a un immense respect. Et Associated Press lui posait une question très intéressante cette semaine en lui disant « Est-ce que tu te rends compte de l'impact que tu as véritablement en fait? Est-ce qu'il n'y a pas une sorte de décalage ?» Et elle a répondu ça. I feel like sometimes my humility or it could make people feel like maybe I don't know my value and it's not that I don't know, it's just I don't know. I feel like at the end of the day, it's not really about me. It feels good to know that I was able to make such an impact. You know what I mean? Because at the time when you're trying to create your sound and do you don't know that it's gonna, influence people, especially the way I've been able to influence. Like I've heard people just completely not even go with their sound and completely go with something that I was able to create, which feels, like, whoa. So, yeah. En disant que c'est parce qu'elle est un peu humble et ce genre de choses. Et je ne pense même pas vraiment que ce soit un problème d'humilité. Je pense que c'est un problème d'image générale. On le verra en détaillant les airs de ces différents albums. Mais dans cette vidéo qui était principalement centrée sur le fait de savoir pourquoi on considère Brandy comme la vocal bible du R&B, je ne prétends pas vous avoir dit exactement tout ce que Brandy fait avec sa voix en fait. Parce que si je savais exactement tout ce que Brandy fait avec sa voix, je ne serais pas ici. Je serais aux États-Unis en train de donner des cours de chant à Brandy et à d'autres chanteurs. Mais en fait, j'ai essayé de vous poser plus ou moins les bases parce qu'elle fait aussi des riffs, des subtle notes. Elle fait énormément de choses. Et ce qui est très
intéressant et ce que vous avez dû comprendre avec cette vidéo, c'est que les enfants de Brandy, en fait, toutes les personnes là qui vous ont dit que je prends ça à Brandy, je prends ça à Brandy, je m'inspire de Brandy pour ça, ils sont tous très différents en fait. Même Craig David qui vous dit aussi que Brandy c'est sa chanteuse préférée. Et ce qui est très drôle, c'est que je pense que Craig David est le seul qui se rapproche le plus d'elle au niveau des runs en fait. D'ailleurs, des fois, il prend ses chansons et il rajoute des runs par-dessus et ça me fait beaucoup rire. Happy that I met you. I ain't even gonna lie. Oh, Brandy. Lui, il ne ressemble pas à Eric Bennett, il ne ressemble pas à Brian McKnight, il ne ressemble pas à Erykah Badu, il ne ressemble pas à Kim Burrell, mais ils vous disent tous plus ou moins qu'ils viennent de la même branche ou alors qu'ils prennent quelque chose aussi sur cette branche-là. Et d'ailleurs, même Jojo récemment, on lui demandait qui est la meilleure vocaliste du R&B entre Beyoncé, Mary J. Blige et Brandy. Et très logiquement, en fait, si vous écoutez bien Jojo, elle vous explique que c'est Brandy. Bible to a lot of people, and myself included. I mean, she has so much range and so much depth, and there's so much ill stuff going on in her brain and in her throat and it's in her heart. So if you had Mary J. Blige, Beyonce, and Brandy, arguably all of them could be the B in R&B. Woo! Blige, Brandy, Beyonce. That's a good And one. we have executives with a record contract and a lighter underneath, and they singing like they're really just singing. No studio effects, no weaves, no emotional performance, just singing. And you're an exceptional singer, so you can definitely judge that. Who gonna keep their record deal and whose record deals is just gonna vanish in flames? Woo! Okay. I think that when it comes to sheer vocals and standing up every time and just being like I'm gonna give it to Brandy. Ce qui ne veut absolument pas dire que les autres sont nazes, c'est juste pour vous montrer que la palette de Brandy est incroyablement large. D'ailleurs, la fois elle reprenait 1+1 de Beyoncé, elle était très technique parce qu'elle vous disait qu'elle aime comment Beyoncé dit le algebra et tout de suite après, elle testait déjà comment faire venir ses sœurs jumelles dans la manière dont elle allait continuer la chanson. Parce que c'est sûr et certain que chanté par Brandy, le titre n'aurait pas ressemblé à ça en fait. When Beyonce pronounces the algebra. I don't know much about algebra, but I know 1 + 1 = 2, yeah. Glory. Pour le meilleur comme le pire d'ailleurs, parce que Beyoncé la chante très en force, très en Tina Turner, mais ce n'est pas la même école que Brandy, parce que Brandy tout de suite, elle vous fait 3 tours différents, et vous allez dire c'est yeah, ça veut dire que dans la version studio, vous allez avoir ses sœurs jumelles partout en fait, et c'est ce qu'on dit, c'est-à-dire que ça allait devenir très technique, peut-être moins accessible, moins simple d'accès, mais c'est ce qui fait sa force, et même quand vous écoutez des titres comme Aphrodisiaque, qui est hyper basique, c'est vraiment du Brandy très simple. Pourquoi est-ce que dans le début de la chanson, elle commence avec des ha 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 ha? Pourquoi est-ce qu'elle n'entre pas directement dans le couloir, et elle s'encombre d'harmoniser avec le beat? Et si vous écoutez bien le titre, encore une fois, ce n'est même pas représentatif du travail vocal de Brandy, c'est-à-dire que c'est du Brandy 0-0. Mais même à ce Brandy 0-0, vous allez vous rendre compte que, en fait, quand la chanson avance, en fait, vous avez rarement la voix de tête, c'est-à-dire qu'elle avance en ciseaux. Il y a une voix qui part comme ça, après sa sœur jumelle part comme ça, après sa autre sœur jumelle part comme ça. On a même l'impression qu'elles se battent, en fait, c'est-à-dire qu'une sœur vient, l'autre la pousse, l'autre vient, la pose, quand l'autre parle, l'autre chante derrière. Et en fait, rien que sur ce titre-là, vous allez voir que personne d'autre dans le game, même sur un truc aussi simple, n'aurait posé comme ça en fait. Vous écoutez Timbaland et Aaliyah, vous écoutez Try Again, vous allez voir que vous écoutez clairement la voix de tête de Aaliyah en fait. Aaliyah la pose normalement, mais Brandy jamais, elle prépare toujours le terrain pour pouvoir insérer toutes ses harmonies, tous ses chœurs, tous ses riffs, bref, vous avez compris. Et c'est ça qui fait en sorte qu'elle est autant appréciée et qu'on parle donc de Vocal Bible, la Bible vocale, parce qu'on y trouve plus ou moins tout. Vous trouvez aussi bien du Zao que du Wallen, que du Chris Brown, que du Erykah Badu, bref, c'est-à-dire que tout le monde y prend un peu quelque chose et c'est ça qui fait sa légende, c'est ça qui fait son impact dans le game. Maintenant, de l'autre côté, les ventes et tout ça, ce sera pour une prochaine vidéo parce que Brandy n'est pas forcément un personnage facile à vivre. Elle peut être aussi vue comme un personnage incroyablement capricieux parce que vous allez voir qu'elle fait de grands écarts entre ses albums. Très souvent, c'est parce qu'elle ne veut pas revenir, parce qu'elle est fâchée, parce qu'elle est énervée. Elle ne veut en faire qu'à sa tête. Pareil, pendant très longtemps, elle a refusé énormément de featuring, énormément de duos. Pourquoi? Parce qu'elle estimait qu'elle seule devait se relever en fait. Il ne fallait pas que quelqu'un dise que Brandy s'est relevée grâce à tel. Brandy devait se relever avec ses sœurs jumelles dans le couloir. Et donc elle a refusé énormément de titres que vous connaissez parce que le game l'aime en fait. Donc on lui a proposé beaucoup de choses. Elle a refusé. Et l'un d'eux c'est par exemple ça. Mais ça, ce sera pour une autre vidéo.
Pour le moment, nous arrivons à la fin de cette analyse sur le style vocal de Brandy. J'espère avoir été suffisamment clair. Je ne suis pas prof de chant. Mon but était juste de vous poser les bases et je sais que ce n'est pas forcément aisé, surtout qu'on est sur YouTube, il n'y a que des extraits. Je pense d'ailleurs que la vidéo sera démonétisée, donc n'hésitez pas à participer au Tipeee. Mais effectivement, j'ai fait de mon mieux pour vous montrer des extraits pour que vous ayez au moins les bases. Pour ceux que ça intéresse vraiment de ouf, je pense que Joe Budden a fait un podcast sur Brandy. Claude Kelly aussi a fait un podcast qui va sortir là sur Brandy. Babyface aussi a fait une émission sur elle et je pense en plus que l'émission avec Babyface sera très intéressante parce qu'on va vraiment parler vocals, arrangements et ce genre de choses. Stephen Hill, le directeur de BET, a aussi une émission avec Brandy qui va sortir, je crois, cette semaine ou le week-end prochain. Bref, si vous voulez approfondir, il y a des professionnels qui vont vous donner d'autres analyses. Moi, c'était juste pour vous poser les bases du mieux que je peux, parce qu'encore une fois, même aux États-Unis, il y a très peu de gens, hormis Brandy, qui pourraient vous expliquer exactement ce qu'elle fait en studio. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'en fait, c'est une culture très gospel, soulful, mais vraiment gospel et soulful. Et c'est pour ça que certaines personnes qui disent que Brandy ne sait pas chanter, c'est un peu ridicule en fait. C'est vraiment une pure chanteuse de gospel. Il faut juste écouter la musique, vous allez voir que tous ces runs sont gospel, soul, très très purement ancrés dans cette culture. Et ensuite, le shaker qui fait en sorte qu'elle mélange avec des harmonies et avec des layers, c'est elle en fait. Bref, n'hésitez pas à me dire si vous voulez que quelquefois on analyse des styles vocaux de certains artistes, parce que même si ce ne sera pas forcément aussi riche, ça peut être intéressant. J'avais fait à la base, quand j'avais commencé ma chaîne, une vidéo style vocal sur Beyoncé que j'ai jamais posté parce que je voulais introduire ça au début de ma chaîne, mais finalement je l'ai jamais posté. Dites-moi si vous voulez qu'on en parle. Ce n'est pas forcément aussi riche, donc ce ne sera pas forcément aussi long pour tout le monde, mais c'est toujours intéressant de voir les influences, de voir comment tel s'inspire de tel et ce genre de choses. Bref, dites-moi tous les commentaires, dites-moi ce que vous pensez de Brandy, de son style vocal. Est-ce que vous le comprenez? Est-ce que pour vous c'est un peu compliqué? Est-ce que vous aimez ce qu'elle fait? Est-ce que vous n'aimez pas ce qu'elle fait? Dites-moi tout dans les commentaires, dites-moi ce que vous pensez de la vidéo. Dites-moi aussi ce que vous avez pensé de B7. Est-ce que vous aimez l'album, l'approche? Est-ce que ça a été difficile d'accès pour vous? Est-ce que pour la prochaine fois, vous voudrez qu'elle revienne avec des producteurs plus mainstream comme Timbaland et Pharrell qui ont déjà dit qu'ils veulent retravailler avec elle? Ou alors est-ce que vous voudrez qu'elle continue à aller vers quelque chose de plus expérimental? Dites-moi ça dans les commentaires. N'hésitez pas à la liker, à la partager, à vous abonner à la chaîne. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Bye bye, bye bye, Paula. I don't really want no more than